Bonjour à tous, je m'appelle Rafael Sojinho. Je suis un chirurgien de la colonne vertébrale de l'auberge Albert Einstein au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Et dans ce cours, nous allons comprendre un peu la technique. Nous aurons une microvision de la technique et des détails très importants qui l'entourent. Je vous promets qu'à la fin de cette présentation, nous élargirons votre compréhension du sujet. Nous lirons un article sur la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Cela vous permettra d'apprendre à opérer différemment, de vous forger une opinion plus critique sur la technique et au moins d'être un peu plus curieux à son sujet. Commençons donc ce voyage. Je n'ai pas de divulgation à déclarer pour cette présentation. Quand nous parlons de la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale, nous commençons toujours par présenter les avantages de la technique. Bien sûr, il y a aussi des avantages et des inconvénients, mais c'est probablement l'apprentissage, la courbe d'apprentissage abrupte qui est le plus important. Le problème majeur à ce sujet réside dans sa grande difficulté d'apprentissage. Néanmoins, une fois que vous avez surmonté ces obstacles et que vous commencez vraiment à réaliser vos premiers cas, c'est ce que nous possédons. Nous pouvons surtout discuter longuement des nombreux avantages de la technique. Naturellement, le fait de parler du sujet et de démontrer de bons résultats s'accompagne parfois d'un désir intense de le maîtriser pleinement. Cependant, en vous immergeant dans des articles spécialisés, en participant à des conférences et en échangeant avec des collègues, vous découvrirez une réalité différente et surprenante. Il n'existe pas d'approche unifiée. En réalité, et peu de gens en discutent vraiment, il y a de nombreuses écoles endoscopiques différentes, et cela commence à devenir un peu déroutant pour ceux qui viennent juste découvrir ce sujet. Plutôt que de clarifier le chemin, cette diversité crée souvent de la confusion, des résultats variés, des méthodes conflictuelles et même des désaccords entre les experts. Tout cela soulève une question très importante. Comment pouvons-nous naviguer dans un paysage aussi fragmenté et complexe? Comment pouvons-nous organiser notre compréhension afin de choisir la meilleure voie technique adaptée à chaque situation clinique? Malgré la complexité apparente et la confusion dans ce domaine, il est possible d'obtenir des résultats remarquables. Dans certains centres, les patients subissent une chirurgie endoscopique et parviennent à reprendre leurs activités quotidiennes, voire sportives. Avec seulement 3 à 4 semaines de récupération post-opératoire, ils réalisent des temps enregistrés d'un bout à l'autre de la table. Comment un succès aussi constant peut-il être obtenu au milieu de tant de divergences? C'est donc mon objectif principal aujourd'hui, de vous donner cette comme très peu de compréhension et de compréhension de la technique. Et cela fait partie de mon objectif d'aujourd'hui. Embarquons donc ensemble dans ce voyage. Aujourd'hui, notre objectif est d'apporter de la clarté, d'organiser ce panorama complexe et de vous permettre d'acquérir une compréhension critique de la chirurgie endoscopique globale et de la chirurgie du rachis. Il est crucial de commencer par un peu d'histoire. Lorsque nous parlons de la chirurgie de la colonne vertébrale, notre histoire débute en 1909 avec Cross et Oppenheimer. Ils décrivent cette hernie discale lombaire comme étant une tumeur chondrome. Nous avançons vers l'âge d'or avec la description de la nucléopulpose en tant que cause de la sciatique. En 1922, nous avons Adson, qui a décrit la première microdissectomie. Nous poursuivons avec Love, qui a décrit la première technique interlaminaire et la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. L'histoire débute avec Hijikata au Japon en 1975. Après Hijikata, Ken est retourné aux États-Unis. Il a fait la description de la première chirurgie endoscopique, ainsi que du triangle de Kanban, qui est la zone de sécurité dans le foramen. En 1997, Anthony Young a décrit dans un article présenté à la conférence sur la colonne vertébrale l'irrigation continue utilisée pour la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Il a aussi été l'une des figures les plus importantes au monde pour le développement de la technique transforaminale. En 2006, Sebastian Ritten, en Allemagne, a décrit la technique endoscopique interlaminaire, et il est considéré comme le père de cette technique interlaminaire dans le monde entier. Lorsque nous examinons les caractéristiques de la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale, nous trouvons Hijikata qui a décrit son expérience avec cette chirurgie. Son expérience remonte à 1989. Ensuite, nous nous rendons à Kanban où il a développé
la technique endoscopique de la colonne vertébrale. Il l'a développée. Et selon son article, on peut voir ceux qui ont observé comme lui, ou certains cours. Le point d'entrée est quasiment identique à notre pratique actuelle, dans le présent. À l'époque, les instruments actuels ressemblent beaucoup à ceux que nous avons aujourd'hui. Et c'est la perspective qu'il avait habituellement. C'est la perspective chirurgicale, c'est dans son article. Anthony Young a présenté en 1997 le concept d'une irrigation continue. Il est également reconnu comme l'un des plus grands développeurs de la technique de l'amniotechnique pour traiter les hernies discales lombaires. Et il a aussi développé plusieurs concepts, certains concepts très intéressants, comme l'utilisation du méthylène bleu pour différencier la hernie discale durant l'intervention chirurgicale. C'est l'image que vous voyez à sa droite. De nos jours, cette technique est à peine utilisée dans la plupart des écoles. Certains chirurgiens continuent encore à la pratiquer, mais avec le temps, nous avons observé que cette pratique a commencé à s'effondrer un petit peu. Et nous pouvons observer que la vision s'améliore considérablement grâce à l'irrigation continue. Une fois l'irrigation introduite, la visualisation devient vraiment plaisante et très claire, permettant de bien distinguer la hernie discale et la racine nerveuse, ce qui rend les procédures encore plus sûres et routinière. Par la suite, il a décrit et développé la technique interlaminaire. C'est essentiellement ce qu'il pratique depuis 2002, apportant ainsi des améliorations significatives dans le domaine. Il s'agit d'une technique vraiment fascinante car elle ressemble beaucoup à la chirurgie ouverte, ce qui signifie que l'anatomie est presque identique à celle que nous rencontrons quotidiennement. Se préparer pour la guerre. Nous commençons notre voyage au Japon, au Hijikata, et introduisons cette technique au pays. Après l'époque de Hijikata, nous revenons et nous observons Kanban qui développe encore plus la technique et Antonian améliore la technique du forum. Durant la période de guerre, les écoles de forum se sont multipliées, en particulier en Asie. Nous avons donc pris la décision d'adopter la technique de l'arthroplastie et cela se voit surtout en Asie, où elle est extrêmement populaire. En 2006, Riton a commencé à élaborer une approche distincte en réalisant la plupart de ses interventions par voie interliminaire. Il est également important de mentionner Hoagland, un chirurgien allemand, originaire d'Allemagne. C'est lui qui a mis au point la technique translaminaire. Lorsque nous examinons ce panorama géographique, nous pouvons observer que nous avons 3 régions différentes qui dirigent des écoles d'endoscopie et qui adoptent des approches diverses. Les écoles asiatiques et américaines se concentrent principalement sur l'utilisation de la technique foraminale. En Allemagne et à Hoagland, la majorité des cas sont pris en charge par voie interliminaire. Et en pratique courante. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Cela engendre un problème. Parfois, cette diversité peut créer de la confusion dans la pratique médicale. Et pourquoi cela? Pourquoi cela arrive-t-il? La première chose à considérer est que la sélection des cas est cruciale. Les différentes régions privilégient des indications chirurgicales variées et aussi des approches techniques distinctes pour résoudre le même problème. Un autre point concerne les variations techniques. Les approches varient selon les portails d'entrée. Certains pratiquent l'uniportal, tandis que d'autres optent pour le biportal. L'instrumentation diffère également, tout comme les manœuvres chirurgicales. Dans le cas de PRA, cela offre aux chirurgiens une plus grande capacité à opérer les cas en fonction de l'approche et de la définition du succès. Dans certaines régions, le succès est défini par divers paramètres. Tout cela crée donc une certaine confusion entre les écoles. Quand on discute de la chirurgie endoscopique et qu'on ne comprend pas ces variables, qu'on ne compare pas les résultats, ou qu'on n'adopte pas des pratiques externes, cela peut mener à une mauvaise interprétation et à des résultats qui ne sont pas optimaux. Il est crucial d'atteindre un tel niveau de maturité que la première chose à laquelle nous devrions penser, en lisant un article sur la chirurgie endoscopique, est de déterminer à quelle école de la colonne vertébrale
le chirurgien se réfère et quelle technique il utilise pour montrer les résultats. Parce qu'une technique foraminale peut donner des résultats différents, une approche différente, des résultats différents, et des complications distinctes de celles de la technique interlaminaire. Il est donc tout à fait évident que elles produisent aussi des résultats variés. Et nous ne pouvons pas traiter la chirurgie endoscopique comme une seule entité. Il existe diverses approaches et philosophies. Des points techniques qui sont essentiels à prendre en compte. Et comment pouvons-nous obtenir la clarté nécessaire? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître qu'il existe une telle diversité, une variété incroyable. Et cette diversité n'est absolument pas un défaut, mais bien une richesse inestimable. Chaque approche se développe dans un contexte historique et technique, qui est tout à fait valable. Et le point clé ici, c'est vraiment la pensée critique, la conscience historique, ainsi que le contexte et l'interprétation des données pour naviguer dans cette complexité. Il est donc extrêmement important de comprendre que tout ce que nous voyons ici n'est pas simplement, n'est pas uniquement, n'est pas seulement des points isolés. Nous nous contentons de montrer. Il est extrêmement important de comprendre que chaque élément ici possède une question historique, un développement historique. C'est une très bonne chose d'enrichir davantage la discussion. Ils parlent de la principale différence. Il y en a. Après avoir montré tout ce que nous avons, nous pouvons conclure que nous avons 3 écoles fondamentales qui servent de base à toutes les autres écoles. L'école asiatique américaine, c'est-à-dire l'approche foraminale de base, la technique de révolution biportale développée par Wooten, et l'école translaminaire. Les différences sont que, par exemple, la technique de Wooten et de l'école translaminaire réalise 80% de la chirurgie par voie interlaminaire et 20% par voie foraminale. Elle n'a pas beaucoup évolué depuis sa création. La méthodologie a été développée dans les années 2000 et elle est restée presque identique, avec seulement quelques modifications mineures. Rien n'a vraiment changé. L'école formelle dans le passé était Faramo à 80%, mais d'après ce que m'ont raconté des collègues qui se sont rendus en Corée, surtout en Corée où la technique a beaucoup progressé, ils affirment que par le passé c'était 80% de technique foraminale et 20% de technique d'ordre. Et aujourd'hui, ils ont déplacé la pratique à environ 50%, c'est-à-dire qu'ils le font encore pour Émilie. Mais 50% d'entre eux utilisent désormais une technique différente. Certaines personnes ont migré vers la technique unipolaire. Et depuis 2016, la tendance s'est orientée vers la bipolarité. Donc, lorsque nous parlons de chirurgie endoscopique, nous serons également confrontés à la technique bipolaire. La technique foraminale présente aussi une complication très fréquente, l'anesthésie. Ceux qui ont réalisé des soutiens médulaires le savent bien, car c'est une complication extrêmement courante. Ce qui se produit, c'est que les patients se sentent très bien et sont très satisfaits après l'opération. Cependant, après le 5e ou le 10e jour, ils commencent à éprouver une douleur intense qui peut parfois être très invalidante pour le patient. Et c'est tellement difficile que parfois la douleur est aussi importante, voire pire, qu'elle ne l'était avant l'opération. Cette anesthésie prend énormément de temps, surtout avec les piqûres dans la colonne vertébrale, et des médicaments antidouleurs tels que les corticoïdes ou la gabapentine. Avant le gabling, ça ne se passe pas bien. Et il faut vraiment beaucoup de temps, de 2 à parfois 8 mois, pour guérir complètement. Il s'agit donc d'une complication très fréquente, suite à une chirurgie foraminale. Et nous savons bien que cette complication est probablement l'une des plus importantes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les chirurgiens ont décidé d'abandonner la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Quand on parle de chirurgie bipolaire, d'abord, le premier rapport de cas que j'ai pu trouver date de 2016, mais quand c'est la technique, en comparant comme le biportal à gauche, représente le bipolaire, c'est le microscope ouvert, avec un nanoscope bipartisan et le B, où vous avez un canal pour la visualisation, l'autre pour un canal de travail, et l'endoscopie complète montrant les différences. C'est simplement comme la différence de nombre de canaux. Et lorsqu'il approfondira ses recherches, il découvrira que Cambin a déjà réalisé des cas unis
ou bipartite dans le passé, notamment dans les années 90. Cependant, à terme, Cambane et Young ont effectué une endoscopie complète. Donc, c'est en quelque sorte la routine qui affirme que le biportal est, selon lui, à titre d'opinion personnelle, un pas en arrière dans le domaine de l'endoscopie. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Les choses deviennent vraiment piquantes. Surtout dans le contexte du congrès sur la colonne vertébrale. À mon avis, mon opinion personnelle est un peu plus modérée. Le temps et les résultats vous montreront quelle voie suivre. J'ai décidé de suivre une technique qui a plus de 20 ans d'expérience et qui a su résister à l'épreuve du temps. Elle a survécu au temps. Mais la clé ici est le respect. Nous allons, la méthode bipartite est plus facile à apprendre et c'est une technique qui, en plus, préserve moins de l'anatomie originale. En fin de compte, ce n'est pas au sujet de la technique elle-même. Tout dépend vraiment du chirurgien ainsi que des résultats qu'il parvient à obtenir. J'ai le sentiment que les deux techniques vont coexister pendant toute la période interlaminaire. La raison pour laquelle je crois fermement en cela, c'est que pour les patients, nous avons ici un article qui compare en détail les résultats obtenus pour les patients. À droite, nous avons les douleurs ressenties au dos et aux jambes. Nous faisons une comparaison entre la microdissectomie et l'interlamine foraminale, bipartite unipolaire et unipolaire pour le patient. Nous pouvons clairement voir que l'endoscopie complète et l'interlamine biportale produisent des résultats cliniques équivalents pour le patient. C'est ma principale raison de penser que ces deux techniques continueront à coexister. Cependant, lorsque nous comparons les lésions tissulaires et le paramètre que cet auteur a choisi pour mesurer et comparer, à savoir la CPK et la CRP, nous constatons que la microdissectomie n'est pas une opération de grande envergure. Il est vraiment crucial de le souligner. Le séjour bipodal entre la microdissectomie et l'endoscopie complète, cela indique que c'est plus agressif que l'uniportal. C'est préférable à la microdissectomie. Et finalement, les résultats pour les patients sont identiques. Ces deux techniques coexisteront donc probablement. C'est ce que nous observons au Spine Congress, n'est-ce pas? Les personnes qui se concentrent sur l'élimination des hernies discales obtiennent ce genre de résultats. C'est ainsi que cette pratique se manifeste au quotidien. Les chirurgiens montrent sur les réseaux sociaux des hernies discales et des ablations de ce genre. Mais ma question reste toujours la même. D'accord, mais comment c'est pour les patients? Et pour moi, c'est vraiment la question la plus fascinante. Parfois, c'est la réponse que l'on cherche. Malheureusement, comme nous pouvons le constater dans le cas d'un autre collègue, cela s'est avéré être une véritable tragédie. Nous pouvons observer le patient avec une sonde urinaire et un pied tombant bilatéralement après une chirurgie pour une hernie discale lombaire. Ne pas comprendre ces différences techniques peut mener à de mauvaises décisions cliniques, à une mauvaise interprétation des études scientifiques et à des applications chirurgicales inappropriées, ce qui au final peut entraîner une perte considérable de temps et d'argent, en compromettant la sécurité des patients ainsi que la croissance professionnelle. De plus, nous pouvons aussi générer des résultats désastreux comme celui-ci. Parfois, il est extrêmement difficile de comprendre que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Cependant, la principale raison de cette présentation est de découvrir comment obtenir de bons résultats. Comment pouvons-nous exploiter la technique efficacement? Comment faire pour que les patients retrouvent leurs activités quotidiennes de manière plus rapide et plus sûre? Certaines personnes pourraient considérer cela comme très agressif envers un patient. Mais bien sûr, il y a des principes très importants ici, et j'aimerais vraiment vous montrer comment cela fonctionne. Comment, c'est vraiment le comment. Comment peut-on obtenir de tels résultats impressionnants? Cette photo montre différentes chirurgies endoscopiques. Sur la gauche, je l'ai trouvée sur Internet grâce à l'intermédiaire d'un de mes collègues. Vous pouvez observer qu'il n'y a plus d'analyse. Il a effectué une décompression extrêmement agressive. On peut clairement voir un gros trou dans le disque. Et sur la droite, il s'agit d'une chirurgie où il y a beaucoup plus de préservation des tissus. En comparant cela comme en utilisant ce papier de Chariot, où nous avons un groupe de fixation fragmentée, c'est-à-dire le groupe avec une hernie discale, mais un défaut plus petit que 6 mm. Vous avez alors un taux de récurrence de 1% ou une sciatique persistante. Et dans le groupe avec des défauts fragmentaires, c'est-à-dire lorsque vous avez un autre groupe de défauts de plus de 6 mm, le taux de récurrence est de 27%. Et parfois, ce que nous faisons en chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale
c'est que nous prenons le patient d'un groupe qui est sûr et qui a un taux de récidive de 1%. Il a permis d'éviter une sciatique chez un groupe avec un risque de 27% de développer une sciatique. Ce que vous faites lors de la chirurgie est donc aussi très important. Il s'agit de comparer, à gauche, une photo de la technique biportale prise par un de mes amis, qui montre un retrait important de tissu. Dans la technique uniportale, il est possible de préserver davantage de tissu. Ainsi, on peut obtenir de tels résultats tout en préservant le mouvement. En utilisant la littérature disponible pour vous avantager. Voici le cas du patient. Nous avons la capacité d'enlever beaucoup même avec de petits trous dans le disque, un petit. Or, une très petite destruction des tissus mous environnants, comme jusqu'à la colonne vertébrale, il est possible d'enlever de nombreux disques par une petite incision dans le dos. Cela reste donc faisable. Ce cas est particulièrement intéressant parce que il s'agissait d'une hernie discale de 270 degrés. J'ai retiré cela. J'avais déjà enlevé la fermentation discale ventrale et nous pouvions observer un fragment dorsal dans la colonne vertébrale également. Ensuite, après avoir retiré la porte, le fragment dorsal, je l'ai examiné un peu plus en profondeur. Cela aurait été impossible. C'est le défaut annulaire, où j'avais retiré la hernie discale ventrale. Puis, j'ai inspecté un peu plus loin l'endroit où se trouvait le fragment dorsal, et, à ma grande surprise, j'ai pu découvrir un autre fragment. Ce serait probablement quelque chose que je ne ferais pas, ou alors je devrais vraiment faire attention à ce cas. En pratiquant une chirurgie ouverte, je pourrais retirer la hernie discale de manière plus efficace. C'est un cas extrêmement intéressant. Lorsque j'ai examiné l'IRM préopératoire, je n'ai pas pu vraiment prédire ce qui allait se produire. Peut-être que sur l'image en haut à droite, en haut à gauche, je pouvais discerner la présence d'une hernie discale, mais cela n'a pas apaisé ma vigilance ni celle du radiologue. C'est simplement pour démontrer que l'endoscopie peut vous aider à obtenir une excellente visualisation sans nécessairement détruire davantage de tissu mou. C'est aussi quelque chose que les gens présentent souvent dans leur cas lors des congrès. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la procédure étape par étape de la technique de résection totale de la facette. Ce n'est pas ce que nous devrions faire. C'est un cas qui a également été opéré par un collègue. Et cela peut se produire aussi bien pour l'approche interlaminaire que pour l'approche foraminale. Nous pouvons avoir ce type d'amputation de facette qui est très agressive, et cela peut conduire à une instabilité qui pourrait également aboutir à de mauvais résultats. C'est pas une partie de la technique elle-même, mais c'est l'exécution de la technique qui pose problème. Voici d'autres exemples montrant à quel point nous pouvons être agressifs en pratiquant une incision de 7 mm dans la peau. Dans notre pays, avec l'augmentation du nombre de chirurgies endoscopiques de la colonne vertébrale, nous observons également une augmentation des complications et des problèmes osseux. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer un programme de formation d'une durée d'1 an, dédié à la formation des chirurgiens spécialisés dans la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Nous avons conçu un programme de formation d'1 an comprenant à la fois des cours théoriques et pratiques, ceci dans le but de réduire la durée d'apprentissage et d'améliorer la courbe d'apprentissage des chirurgiens. Nous avons choisi l'une des principales écoles, sur la base de l'expérience accumulée avec toutes les techniques, ainsi que des résultats obtenus auprès des patients. Et la question était la suivante. Pouvons-nous réellement réduire la courbe d'apprentissage avec ce type d'intervention? La courbe d'apprentissage, grâce à ce cours d'une année entière, au lieu de suivre des cours de courte durée en laboratoire durant les week-ends. C'était ce qui était généralement fait. Et, pour démontrer nos résultats, je voudrais d'abord vous présenter nos étudiants. Voici les données concernant nos étudiants de dernière année. La plupart d'entre eux étaient présents. La majorité d'entre eux n'avaient aucune expérience, ou alors seulement quelques expériences avec la technique. Vous avez la possibilité de voir sur l'onglet Orange, où nous avons presque aucun cas ou moins de 10 cas qui ont été opérés.
nous avions un total de 13 orthopédistes et 17 neurochirurgiens. Et dans le graphique bleu, nous pouvons observer leur perception de leurs propres connaissances en chirurgie endoscopique. La plupart d'entre eux se considèrent comme des débutants ou estiment n'avoir aucune expérience du tout. Ce que nous avons pu constater au cours de l'évolution de l'année, c'est que pour des cas tels que ces hernies, allant de 5 zones jusqu'à les niveaux supérieurs deviennent plus difficiles, nos étudiants ont commencé à gagner en confiance et à pratiquer par eux-mêmes. Avec le temps, les chirurgiens ont cessé de se contenter seulement des cas et ont commencé à pratiquer des hernies discales. Ils ont arrêté d'être uniquement des chirurgiens de la hernie discale pour devenir de véritables endoscopistes pratiquant des cas tels que la sténose par décompression supérieure pour la sténose du canal central et parfois même des cas cervicaux ainsi que des cas thoraciques. Nous avons déjà formé 56 chirurgiens à cette technique particulière. Nos étudiants, après avoir acquis les compétences nécessaires, nous ont présenté 5 cas thoraciques. Ils ont évolué pour devenir des surveillants chirurgicaux. La plupart d'entre eux pratiquent désormais des opérations sans avoir besoin de proctors et progressent au-delà de la simple hernie discale lombaire. Ils évoluent pour devenir des chirurgiens endoscopiques, capables de traiter des cas avancés de sténose. Ils s'attaquent à des cas difficiles, tels que les cas thoraciques. Voici un exemple d'un de nos étudiants qui a réalisé une intervention sur cette hernie discale calcifiée dans la colonne thoracique. Nous avons également pu identifier ce profil particulier qui est très dangereux. Il s'agit de l'étudiant très confiant. Celui qui pense tout savoir. Voici son questionnaire d'auto-évaluation. Il était en contraste avec le professeur. Professeur, qui le testait. Ce dernier ne lui accordait pas la même bonne grâce qu'il se donnait à lui-même. Et finalement, il n'a pas été approuvé. C'est donc un profil particulier que nous considérons comme dangereux. C'est le chirurgien qui pense être très compétent dans son travail. Il est vraiment très qualifié et il est prêt à le faire. Mais parfois, c'est lui qui peut être le plus dangereux, car il n'est pas suffisamment préparé. Et c'est précisément à ce moment-là que les complications peuvent commencer. Donc pour résumer, ne pas comprendre les différences entre les écoles peut mener à de mauvaises décisions cliniques, à une mauvaise interprétation des études scientifiques et à des applications chirurgicales inappropriées, ce qui compromet en fin de compte la sécurité des patients ainsi que la croissance professionnelle qui peut en découler. Cependant, en comprenant et en analysant de manière critique les fondements historiques, les subtilités techniques, ainsi que le contexte régional de chaque école, vous développez un jugement clinique aiguisé, une adaptabilité pratique et une base solide pour atteindre l'excellence chirurgicale. L'objectif de cette conférence n'est pas de proclamer qu'une technique est supérieure à toutes les autres. Au contraire, il s'agit de vous doter de la clarté, de la pensée critique et de l'adaptabilité nécessaire pour naviguer avec succès dans un domaine diversifié et en constante évolution. Il s'agit d'établir l'histoire, de respecter les différences, d'organiser vos connaissances, de transformer la confusion en sagesse clinique, d'obtenir une formation adéquate. C'est ce que nous aimerions que vous ayez, et c'est le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.